Ma femme m'a dit, les drames de ta famille ne sont pas mon problème. Alors, j'ai expulsé sa mère de chez moi. À la place, j'ai aidé mon frère sans abri, et j'ai dénoncé l'hypocrisie égoïste qui a détruit notre mariage. J'ai 45 ans, et je suis marié à Chloé, qui en a 39. Nous sommes mariés depuis 7 ans. Nous travaillons tous les deux, nous n'avons pas d'enfants, et nous vivons dans une maison que j'ai achetée avant le mariage. Cependant, je l'ai toujours considérée comme notre foyer, dès le début. Chloé a toujours été quelqu'un de très carré. Elle aime l'ordre, la routine, et avoir le contrôle sur son espace. De mon côté, je suis plus flexible. Je n'aurais jamais pensé que cette différence poserait un jour un problème sérieux, jusqu'à l'événement qui a mis le feu aux poudres. Il y a quelques mois, un après-midi, j'ai reçu un appel de mon petit frère. En général, nous ne nous parlons pas tous les jours, mais nous sommes très proches. Dès que j'ai décroché, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Il pleurait. Pas discrètement, mais avec un mélange de désespoir et de honte, ce qui m'a glacé le sang. Il m'a annoncé qu'il avait perdu sa maison. Ce n'était pas une métaphore, ni une exagération sous le coup de l'émotion. Il avait littéralement perdu la maison qu'il avait achetée, 4 ans plus tôt, avec toutes les économies de sa vie. Pendant des années, il avait fait des heures supplémentaires, économisé le moindre centime, et fait d'énormes sacrifices pour avoir son propre chez lui. Ce n'était pas une maison de luxe, mais c'était la sienne. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Comme il me l'a expliqué, la veille, un homme s'était présenté avec des avocats et des documents légaux. Ils l'ont informé que la maison ne lui appartenait pas. Le véritable propriétaire avait découvert que son neveu avait vendu le bien frauduleusement, en utilisant de faux documents. Mon frère avait été victime d'une escroquerie. Le vendeur n'avait jamais été le vrai propriétaire de la maison. Le véritable propriétaire, en découvrant la supercherie, avait entamé des poursuites judiciaires, et il avait gagné. Légalement, il était tout à fait en droit de récupérer son bien. Peu importait que mon frère y ait vécu pendant des années, qu'il ait fait des travaux, ou payé les impôts et les factures. Aux yeux de la loi, il n'était pas le propriétaire. Ils lui ont donné un délai très court pour quitter les lieux. Quand il a fini de tout me raconter, je ne savais plus quoi dire. Je l'ai simplement écouté pleurer. Il m'a avoué qu'il ne savait pas quoi faire, qu'il se sentait stupide, et qu'il avait tout perdu pour avoir fait confiance. Il ne m'a pas demandé d'aide directement, mais il était clair qu'il était complètement dépassé par les événements. J'ai raccroché avec la gorge nouée. Je suis resté assis à la table à manger pendant de longues minutes. Je pensais à lui, à sa situation, et à ce que cela signifiait de se retrouver à la rue du jour au lendemain. Je me demandais aussi ce que je ferais, si j'étais à sa place. Pour moi, la réponse a été immédiate et évidente, mon frère ne pouvait pas rester à la rue. Quand Chloé est rentrée du travail ce soir-là, je lui ai raconté ce qui s'était passé. J'ai été direct. Je lui ai expliqué la fraude, l'escroquerie, et l'expulsion. Je lui ai dit que mon frère était dévasté, et qu'il n'avait nulle part où aller dans l'immédiat. J'ai ajouté que la meilleure chose à faire, c'était de l'accueillir chez nous pour un temps, jusqu'à ce qu'il puisse réorganiser sa vie. Je m'attendais à de l'inquiétude, peut-être à des doutes, ou même à des questions pratiques. Mais pas à ce que j'ai reçu. Chloé a froncé les sourcils dès le début. Pas par tristesse, mais par agacement. Non, a-t-elle lâché presque immédiatement. J'ai cru avoir mal entendu. Comment ça, non, ai-je demandé. C'est mon frère. Il vient de perdre sa maison. Elle a soupiré d'agacement, avant de poser son sac sur la table. Je déteste les invités, a-t-elle répondu. Tu sais comment je suis. Je n'aime pas avoir du monde à la maison, surtout quelqu'un qui ne fait pas partie de notre routine. J'ai essayé de rester calme. Je lui ai expliqué que ce n'était pas une visite de courtoisie, mais une urgence absolue, et que ce serait temporaire. Nous pourrions fixer des règles claires. Il ne resterait pas indéfiniment. Rien ne semblait la toucher. Je ne veux vivre avec personne d'autre, a-t-elle insisté. C'est aussi ma maison, et je ne tolérerai pas un étranger ici. Le mot « étranger » m'a blessé plus que je ne l'aurais cru. Je lui ai rappelé que c'était mon frère. Il a toujours été respectueux, ce n'était pas un inconnu. Je lui ai dit que si la situation était inversée, je n'hésiterais pas à aider un membre de sa famille. C'est là que Chloé m'a regardé fixement. Avec une froideur que je ne lui connaissais pas,
elle m'a lancé, les drames de ta famille ne sont pas mon problème. Je suis resté silencieux. Sur le moment, je ne savais pas quoi répondre. J'ai ressenti un mélange d'incrédulité, de colère, et de tristesse. Non pas parce qu'elle refusait d'aider, mais parce qu'elle ne semblait même pas disposée à l'envisager. Pour elle, ce n'était pas une tragédie humaine, mais juste un désagrément inopportun. La conversation s'est mal terminée. Cette nuit-là, nous avons dormi séparément, sans parvenir à aucun accord. J'ai passé des heures éveillé, à fixer le plafond. Je pensais à mon frère, à sa situation, mais aussi à mon mariage. Je n'aurais jamais imaginé qu'une seule phrase puisse autant changer ma vision de la personne avec qui je partage ma vie. Après cette discussion, 2 jours tendus se sont écoulés à la maison. Il n'y a pas eu de cris ou de disputes ouvertes, mais l'atmosphère était lourde. Chloé a continué sa routine, comme si de rien n'était. Moi, en revanche, je ne pouvais m'empêcher de penser à mon frère. Il m'a appelé plusieurs fois. Non pas pour me demander de l'aide directement, mais pour me tenir au courant de l'expulsion. Il m'a expliqué à quel point c'était compliqué de trouver un logement en si peu de temps, et combien tout coûtait cher. Il essayait de rester fort, mais sa voix le trahissait. Il était épuisé, émotionnellement et physiquement. Lors d'un de ses appels, j'ai raccroché et je suis resté assis en silence. C'est alors que je me suis souvenu d'un détail important, que j'avais complètement négligé au milieu de ce conflit. Je possédais une autre maison. Ce n'était pas un secret. C'était une propriété que j'avais achetée il y a des années, en tant qu'investissement. C'était une maison individuelle à 2 étages, située assez loin de l'endroit où Chloé et moi vivions. Depuis un certain temps, cette maison ne générait aucun revenu, car je l'avais prêtée à la mère de Chloé. Sa mère avait perdu sa propre maison suite à une saisie bancaire. Comme on me l'avait expliqué à l'époque, elle avait cessé de payer pendant plusieurs mois, et la banque avait saisi le prêt hypothécaire. Je n'étais pas entré dans les détails, mais le résultat était clair, elle s'était retrouvée à la rue. Quand c'est arrivé, Chloé m'a demandé de l'aide. Elle m'a dit que sa mère n'avait nulle part où aller, et qu'elle traversait une période très difficile. Je n'ai pas hésité une seconde. Je lui ai offert cette maison, sans demander aucun loyer. Nous n'avons signé aucun contrat, rien de formel. Je lui ai simplement donné les clés, en lui disant qu'elle pouvait y rester aussi longtemps qu'elle en aurait besoin. Cette maison avait une particularité importante. Elle était composée de 2 étages complètement séparés. Le rez-de-chaussée et le premier étage fonctionnaient presque comme 2 logements distincts. L'étage supérieur disposait d'un accès indépendant par l'extérieur, avec son propre escalier. Il ne partageait ni cuisine, ni salle de bain. Techniquement, 2 personnes pouvaient y vivre, sans jamais se croiser. En me rappelant cela, j'ai pensé que c'était la solution parfaite. Le soir même, j'ai de nouveau parlé avec Chloé. Je lui ai expliqué calmement que je ne parlais plus d'installer mon frère chez nous. Je lui ai dit qu'il pourrait loger dans l'autre propriété, celle-là même où vivait sa mère. J'ai détaillé la disposition de la maison, en précisant qu'ils n'auraient pas à vivre ensemble. Ils ne se verraient presque jamais, voire pas du tout. Ta mère continuerait à y vivre comme avant, lui ai-je dit. J'ai ajouté que mon frère utiliserait l'étage supérieur, avec son entrée indépendante, et qu'il n'y aurait aucun conflit. J'espérais que cela ouvrirait, au moins, une possibilité d'accord. La réaction de Chloé fut encore pire. Elle m'a regardé avec un agacement évident, comme si ce que je venais de proposer était une offense personnelle. Non, a-t-elle encore répondu. Ma mère n'a pas à vivre avec qui que ce soit. J'ai essayé d'expliquer qu'il ne s'agissait pas d'une cohabitation au sens traditionnel, que c'était temporaire, et qu'il s'agissait d'une véritable urgence. Chloé a croisé les bras et m'a interrompu. Ma mère a traversé la même chose que ton frère, a-t-elle dit. Elle a perdu sa maison. Et tu sais ce qu'elle a fait? Elle a enduré. Elle a pris ses responsabilités. Elle n'a pas pleuré, en attendant que quelqu'un d'autre vienne la sauver. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Il ne pleure pas pour manipuler qui que ce soit, ai-je rétorqué. Il a été victime d'une fraude. Ce n'est pas la même chose. Elle a secoué la tête. C'est exactement pareil. Ils ont tous les 2 pris de mauvaises décisions, et maintenant, ils veulent que d'autres en paient les conséquences. Sur le coup, je n'ai pas su quoi répondre. Puis, Chloé a prononcé une phrase dont je me souviens encore mot pour mot, « Il faut être idiot pour penser que quelqu'un d'autre viendra te sauver la vie. On souffre tous ici.
ton frère veut sûrement profiter de toi, et tu ne devrais pas être un idiot non plus. Ces mots m'ont frappé encore plus fort que la première fois. Non seulement elle refusait d'aider, mais elle rabaissait mon frère. Elle remettait en question ses intentions, et m'insultait pour avoir même envisagé de le soutenir. Je me suis levé de table, et je suis allé dans le salon. J'avais besoin d'espace. Chloé est restée assise, sans rien ajouter. J'ai très peu dormi cette nuit-là. Pendant qu'elle dormait paisiblement, j'ai repassé mes souvenirs avec mon frère, encore et encore. Je me suis souvenu de notre jeunesse, lorsque j'avais eu un grave accident du travail. C'était une période très difficile. J'ai passé plusieurs semaines incapable de bien bouger, souffrant en permanence, et sans savoir si je pourrais un jour reprendre mon travail comme avant. Nos parents n'étaient plus là, et beaucoup d'amis ont disparu quand j'ai cessé d'être utile ou amusant. Le seul qui a répondu présent, sans faille, c'était mon frère. Je me souviens de nuits entières où il restait avec moi, assis sur une chaise inconfortable, juste pour s'assurer que je ne manquais de rien. Il m'aidait à me lever, à manger, et à aller aux toilettes si nécessaire. Il ne me l'a jamais reproché, et ne m'a jamais fait me sentir comme un fardeau. Je me suis aussi rappelé comment il m'avait prêté de l'argent quand je n'avais rien. Comment il m'avait aidé à repartir à zéro, quand tout semblait perdu. Non pas par obligation, mais parce que nous étions une famille. Penser à tout cela a rendu l'attitude de Chloé encore plus glaciale à mes yeux. Le lendemain, j'ai essayé de lui parler une dernière fois, en espérant la faire réfléchir. Je lui ai expliqué qu'il ne s'agissait pas seulement de mon frère, mais de valeurs. Il s'agissait de la façon dont on se comporte, lorsqu'un proche perd tout. Elle s'est montrée claire et ferme. Je ne veux pas qu'il vive là-bas, a-t-elle répété. Je ne veux pas de problème, et je ne veux pas de responsabilités qui ne sont pas les miennes. C'est là que j'ai compris qu'elle ne changerait pas d'avis. Je me sentais pris au piège entre deux loyautés, celle d'un mari, et celle d'un frère. Mais j'ai aussi commencé à me poser une question, à laquelle je n'avais jamais pensé auparavant. Quel genre de personne avais-je à mes côtés? Face à une telle tragédie, sa seule réaction était le mépris. Ce soir-là, après un nouvel appel de mon frère, j'ai pris une décision. Je ne l'ai pas prise sous le coup de la colère ou de l'impulsion. C'était une décision calme, mais ferme. Une décision basée sur tout ce que j'avais vécu, sur tout ce que mon frère m'avait apporté quand j'en avais besoin, et sur ce que je voyais désormais dans mon propre mariage. J'ai décidé que j'allais agir. Après une dernière discussion stérile avec Chloé, je me suis enfermé dans le bureau. Je n'étais pas énervé, mais totalement déterminé. Je savais que si je n'agissais pas, mon frère finirait par payer des hôtels, ou par dormir chez des connaissances. Et ce, pendant que quelqu'un d'autre occupait une maison qui m'appartenait légalement, sans rien payer en retour. J'ai pris mon téléphone, et j'ai cherché le contact de Mariano, mon avocat. Nous avions déjà travaillé ensemble sur des affaires immobilières, il connaissait donc bien ma situation juridique. Quand il a décroché, j'ai été direct. Bonjour, Mariano. Nous avons un problème. Quelqu'un vit dans l'une de mes propriétés, et j'ai besoin qu'elle parte. Mon frère va s'y installer pour un temps. J'ai besoin que cette personne soit expulsée. Il y a eu un bref silence à l'autre bout du fil. Tu parles de la maison à 2 étages, a-t-il demandé. Ce n'est pas ta belle-mère qui vit là-bas? J'ai pris une grande inspiration avant de répondre. Oui, c'est elle. Mais ça n'a plus d'importance. C'est ma propriété, et j'ai besoin qu'elle soit libérée immédiatement. Mariano a hésité quelques secondes. Légalement, c'est faisable, a-t-il dit. Mais je veux que tu sois conscient que cela va créer un grave conflit familial. Je sais, ai-je répondu. Fais-le, c'est tout. Très bien, a-t-il fini par accepter. Je m'en occupe. J'ai raccroché, sans rien ajouter. Je n'ai ressenti ni soulagement, ni satisfaction. Juste un calme étrange, comme lorsqu'on prend une décision difficile après mûre réflexion. Quelques minutes plus tard, j'ai repris le téléphone. Cette fois, j'ai appelé la mère de Chloé. Je ne l'ai pas fait par obligation légale, mais parce que, malgré tout, je voulais lui donner une dernière chance d'en parler directement. Elle a décroché rapidement. Bonsoir, madame, ai-je dit. Comment allez-vous? Je voulais vous parler de quelque chose d'important. Elle ne m'a pas laissé terminer. Je sais déjà pourquoi tu m'appelles, a-t-elle rétorqué sèchement. Chloé m'a tout raconté,
et ma réponse est non. Je déteste les invités. Je ne veux pas de ce genre de personne dans la maison, même si c'est ton frère. J'ai serré les dents. Malgré tout, j'ai gardé le contrôle de ma voix. Je comprends votre position, ai-je dit. Je voulais simplement confirmer votre décision personnellement. Je n'ai rien d'autre à ajouter, a-t-elle poursuivi. Cette maison est mon foyer maintenant, et je ne la partage avec personne. J'ai fait une brève pause. Parfait, ai-je répondu. C'était tout ce que j'avais à demander. Merci d'avoir été si clair. J'ai raccroché. Il n'y a eu ni cri ni menace. L'échange a été étonnamment froid et direct. Et c'est exactement ce qui m'a définitivement convaincu d'avoir pris la bonne décision. Il n'y avait aucune volonté de dialogue ou d'empathie, seulement des exigences. Quelques heures se sont écoulées en silence. J'ai continué ma journée, en essayant de garder l'esprit occupé. Je savais qu'à un moment ou à un autre, Chloé découvrirait ce qui se passait. C'est arrivé l'après-midi même. Chloé est rentrée à la maison, visiblement bouleversée. Dès qu'elle a fermé la porte, elle a jeté son sac sur le canapé. Elle m'a regardé avec des yeux écarquillés, remplis de rage. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-elle demandé, presque en hurlant. Ma mère m'a appelé en pleurs. Elle dit que des avocats sont arrivés avec un avis d'expulsion. Tu es au courant. Je l'ai regardé calmement. Je n'ai pas ressenti le besoin de hausser le ton. Oui, ai-je répondu. J'ai demandé l'expulsion. Son expression est passée de la surprise à une colère absolue. Tu es fou, a-t-elle hurlé. C'est ma mère. Et c'est ma maison, ai-je rétorqué. Mon frère a besoin d'un endroit où vivre. Chloé a commencé à faire les 100 pas, gesticulant frénétiquement. Tu te rends compte de ce que tu fais, a-t-elle lancé. Tu la jettes à la rue. Non, l'ai-je corrigé. Je lui ai donné assez de temps et plusieurs options. Elle a choisi de n'en accepter aucune. Mon frère se retrouve sans maison en ce moment. Je ne trouve pas juste qu'il paie des hôtels, pendant que ta mère vit confortablement dans une propriété qui m'appartient, et ce, sans rien débourser. Tu ne peux pas comparer, a-t-elle répondu. Pour ma mère, c'est différent. Non, ça ne l'est pas, ai-je affirmé. Ils ont tous les deux perdu leur maison. La seule différence, c'est que je suis prêt à les aider tous les deux, mais qu'un seul accepte. Chloé m'a regardé avec mépris. Tu es un monstre, a-t-elle dit. Comment peux-tu faire ça à une femme âgée? Et comment peux-tu me demander d'abandonner mon frère, ai-je répliqué. Comment peux-tu le traiter de profiteur, sans même connaître sa véritable situation? Il n'en fallait pas plus pour qu'elle explose. Elle s'est mise à m'insulter. Elle m'a traité d'égoïste, d'insensible, et de cruel. Elle a déclaré avoir toujours su que je ne pensais qu'à ma famille, sans jamais la faire passer en premier. Selon elle, je détruisais notre mariage pour quelqu'un qui, d'après ses dires, n'en valait pas la peine. Je n'ai pas répondu à ces insultes. J'ai simplement écouté. Quand elle a eu fini, j'ai pris une grande inspiration, et j'ai parlé calmement. Je ne détruis rien du tout, ai-je dit. J'agis en accord avec ce que je crois être juste. Elle a secoué la tête. Elle avait les larmes aux yeux, mais aucune trace de doute. J'espère que tu le regretteras, a-t-elle sifflé. J'espère que le jour où tu auras besoin d'aide, personne ne te tendra la main. Je l'ai regardé intensément. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, j'ai eu l'impression de comprendre exactement ce qui se passait. Je suis désolé, ai-je répondu. Mais les drames de ta famille ne sont pas mon problème. Après avoir prononcé ces mots, Chloé est restée immobile quelques secondes. Son expression a complètement changé. La rage sur son visage s'est transformée en quelque chose de différent. Quelque chose de presque calculé, comme si elle venait soudainement de trouver une porte de sortie. Je sais, a-t-elle soudainement dit. Restons à l'idée de départ. Ton frère peut vivre à l'étage, et ma mère au rez-de-chaussée. Sa voix était plus douce, mais elle ne semblait pas conciliante. Elle semblait plutôt urgente. Je l'ai observée attentivement. J'ai compris qu'elle ne proposait pas cela par souci d'équité, mais parce qu'elle réalisait que la situation lui échappait totalement. Je suis désolé, Chloé, ai-je répondu. Mais mon frère n'aime pas les invités. Je préfère qu'il soit seul. Elle m'a regardé comme si elle n'en croyait pas ses oreilles. Qu'est-ce que tu viens de dire, a-t-elle demandé,
en haussant le ton. Alors maintenant, il s'avère que ton frère n'aime pas les invités? C'est exact, ai-je répondu. Je ne veux pas partager l'espace avec quelqu'un d'autre. Chloé a fait un pas vers moi, visiblement hors d'elle. Arrête de répéter tout ce que je dis, a-t-elle hurlé. Arrête de m'imiter, espèce de psychopathe. Tu profites de la souffrance des autres. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en ai pas ressenti le besoin. Oui, ai-je répondu. J'en profite. Je profite de la souffrance que la justice inflige aux gens injustes. Ses yeux se sont écarquillés d'incrédulité. Tu es fou, a-t-elle lâché. Complètement fou. Elle n'a pas attendu de réponse. Elle a fait demi-tour, et s'est enfuie de la maison en pleurant. La porte a claqué derrière elle. Le silence qui a suivi était lourd et profond. Mais pour la première fois depuis des jours, je ne me sentais plus confus. Environ 2 heures se sont écoulées. J'étais assis dans le salon, quand mon téléphone a sonné. C'était Mariano. L'expulsion a été un succès, mon ami, a-t-il dit avec professionnalisme. Pour le moment, tu as juste 2 femmes en train de pleurer devant la maison. Espérons qu'elles se fatiguent et partent dans les prochaines heures. Je n'ai ressenti ni joie, ni culpabilité. J'ai simplement hoché la tête, bien qu'ils ne puissent pas me voir. Parfait, ai-je répondu. Merci encore pour tes excellents services, Mariano. Tout le plaisir est pour moi, a-t-il conclu. J'ai raccroché. Je n'ai pas eu de nouvelles de Chloé le reste de la nuit. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt. J'ai préparé une petite valise avec quelques affaires de base, et je me suis dirigé vers l'autre maison. J'ai appelé mon frère en conduisant. Tout est prêt, lui ai-je dit. Tu peux y rester aussi longtemps que tu en as besoin. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, suivi d'un soupir. Merci, a-t-il répondu. Je savais que je pouvais compter sur toi. Quand nous sommes arrivés à la maison, il a regardé autour de lui, comme s'il n'arrivait toujours pas à croire que cet endroit était pour lui. Il est entré lentement. Il a inspecté les chambres, la salle de bain, la cuisine. Ce n'était pas luxueux, mais c'était propre et en bon état. Je ne sais pas comment te remercier, a-t-il dit. Vraiment, tu n'as pas à le faire, ai-je répondu. Tu es en sécurité ici, c'est tout ce qui compte. Mon frère, visiblement gêné, m'a dit qu'il voulait payer un loyer, car il ne voulait pas avoir l'impression d'être un fardeau. Je lui ai dit que non. Il devait se concentrer sur la stabilisation de sa situation, sur la résolution de ses problèmes juridiques et émotionnels, et sur sa reconstruction personnelle. Ce n'est pas de la charité, ai-je expliqué. C'est la famille. Il a hoché la tête, les larmes aux yeux. Nous nous sommes dit au revoir peu de temps après. En rentrant chez moi, j'ai repensé à tout ce qui s'était passé. Je ne ressentais aucun regret. Je savais simplement que plus rien ne serait comme avant. Mise à jour. Plusieurs semaines se sont écoulées depuis que j'ai publié mon histoire. J'ai ressenti le besoin d'écrire cette mise à jour, car beaucoup de gens m'ont demandé comment tout cela s'était terminé. Pour faire court, je divorce, et je vais mieux. Après ce qui s'est passé ce jour-là, Chloé n'est pas rentrée à la maison. Elle a logé chez une amie pendant un temps, puis chez d'autres proches. Les premiers jours, elle a essayé de me contacter à plusieurs reprises. Non pas pour s'excuser, mais pour exiger que j'annule l'expulsion de sa mère. Quand il est devenu évident que ça n'arriverait pas, le ton a changé. Elle est passée des plaintes aux reproches, puis des reproches aux menaces émotionnelles. Elle m'a accusé d'avoir détruit notre mariage, d'être quelqu'un de cruel, et qu'aucune personne censée ne ferait ce que j'avais fait. À aucun moment elle n'a parlé de mon frère, ou de la situation en général. Tout tournait uniquement autour d'elle et de sa mère. C'est ce qui m'a définitivement convaincu que le problème n'avait pas commencé avec cet incident, mais qu'il avait toujours été là. J'ai entamé la procédure de divorce peu de temps après. Ce n'était pas une décision impulsive, c'était une conclusion logique. J'ai réalisé que j'étais marié à quelqu'un, qui ne comprenait l'empathie que si elle en tirait un bénéfice direct. Quelqu'un pour qui aider était une faiblesse, et la solidarité, un simple désagrément. Le divorce est en cours. Ce n'est pas particulièrement compliqué. Nous n'avons pas d'enfants, et nos biens sont clairement définis. Elle a essayé de se faire passer pour la victime auprès des autres, mais je m'en fiche royalement désormais. Je ne ressens plus le besoin de me justifier, ou de défendre mon image.
Quant à mon frère, il va mieux. Il vit toujours dans la maison, et retrouve peu à peu sa stabilité. Il est en train de régler l'affaire de fraude sur le plan juridique, et il a déjà trouvé un nouveau travail. Il continue d'insister pour me payer un loyer. Même si je ne lui facture rien pour l'instant, nous avons convenu qu'il le ferait une fois qu'il sera totalement à flot. Non pas parce que j'en ai besoin, mais parce qu'il est important pour lui de se sentir digne et autonome. De mon côté, je vais mieux aussi. Au début, je pensais que je me sentirais seul ou vide, mais c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Je me sens en paix. La maison est redevenue un endroit où je peux penser clairement. Je n'ai plus besoin de peser mes mots, ou de justifier des décisions que j'estime justes. Cette expérience m'a laissé une leçon très claire. Une relation ne se mesure pas dans les moments de confort, mais à la façon dont l'autre réagit lorsqu'un proche s'effondre. Je ne regrette pas d'avoir aidé mon frère, ni d'avoir fixé des limites, même si cela m'a coûté mon mariage. S'il y a bien une chose que j'ai apprise de toute cette histoire, c'est que la justice, bien qu'inconfortable, est parfois nécessaire pour que chacun fasse face aux conséquences de ses actes. Merci à tous ceux qui ont lu, commenté, et partagé leur point de vue. Cela m'a aidé plus que je ne l'aurais imaginé.